On voulait aussi évoquer avec vous ces nouveaux acteurs qui s'impliquent dans la lutte contre le réchauffement climatique et qui ne sont pas des structures étatiques comme par exemple les États-Unis ou la Chine. Eh bien, il y a par exemple la Californie, vous allez le voir, c'était un article du Figaro de juin dernier. La Californie qui est à la pointe du combat contre Donald Trump, pas seulement sur le climat, mais sur le climat quand même. Et vous le voyez, dès le lendemain du retrait de l'accord de Paris sur le climat, le gouverneur de Californie s'est envolé pour la Chine avec l'intention de montrer qu'il existe des alternatives au pouvoir fédéral. Il y a un autre exemple, eh bien, c'est un groupe de villes mondiales qui s'appelle le C40, C40. Eh bien, vous allez entendre ce que dit son président et il ne dit pas autre chose que cela. I sense that we're in a tipping point now in the way in global governance in the world, moving out of the era where global governance is dominated by powerful nation states, and perhaps into one or maybe back to one where it's progressive city leaders working together that instead set the direction of humanity as a whole. Pierre-Yves, il y a, c'est vrai, ces groupes, il y a aussi les grandes entreprises qui jouent un rôle. Oui, les grandes entreprises américaines multinationales préféreraient d'abord pour des raisons d'image, mais aussi pour des raisons d'unicité de leurs normes, parce qu'elles opèrent, elles sont des entreprises nationales dans tous les pays du monde, préféreraient que d'abord les États-Unis restent autour de la table des accords de Paris pour s'assurer que les intérêts américains seront défendus. Faire la politique de la chaise vide, ça pose des problèmes pour les États-Unis. Donald Trump est en train de s'en apercevoir. Et puis les multinationales, même dans le secteur de l'hydrocarbure, même Exxon, souhaitent avoir leur mot à dire dans la manière dont on va penser le nouvel avenir énergétique mondial et regrettent et avaient œuvré pour éviter que Donald Trump sorte des accords de Paris. Donc ce n'est pas qu'une question d'image. Les Américains ont une solution à court terme pour réduire leurs émissions de carbone, c'est le gaz de schiste, qui a fait qu'on a abandonné beaucoup de charbon aux États-Unis pour passer au gaz, parce que pour le moment, ça pollue beaucoup moins que le charbon. Mais est-ce qu'à long terme, et à moyen et long terme, c'est la solution ? Ça, c'est autre chose. Oui, il y a aussi pour les gaz de schiste, c'est le problème des fuites qu'il faut bien maîtriser, mais il est quand même clair que, disons, le fait que les émissions diminuent légèrement aux États-Unis est une des raisons et le passage du charbon vers le gaz de schiste. Parce qu'on a vu ces scènes aux États-Unis avec des Américains qui vivent à proximité des puits de gaz de schiste et qui allument donc c'est pas leur robinet avec un briquet. Il faut absolument. C'est pas forcément une énergie propre non plus. Non, s'il y a des fuites, s'il y a 3 ou 4% de fuites, on atteint le même pouvoir, disons en termes de gaz à effet de serre que le charbon. Il faut être très attentif. En gros, disons, si on utilise le gaz de schiste, il ne faut pas l'utiliser comme des cow-boys, mais de façon extrêmement, disons, propre, attentive, et ça demande beaucoup d'investissement et le coût serait augmenté. Si on l'exploite de façon vraiment sûre, ça sera plus cher. Cyril, à Pékin, on parle évidemment d'organisations non étatiques. Il y a des ONG, des organisations en Chine qui œuvrent pour le climat, contre le réchauffement climatique ? Alors, il existe des organisations, des militants écologistes, mais ils ont la vie assez dure. C'est-à-dire qu'en Chine, toute personne qui s'oppose à la politique du régime fait l'objet d'une répression assez forte et bon nombre de ces militants sont harcelés. En réalité, la politique environnementale vient du gouvernement qui la planifie sur des plans sur plusieurs années. Jean Jouzel, du coup, la question que je voulais vous poser, c'est où se situe pour vous aujourd'hui le vrai pouvoir? Qui peut vraiment faire changer les choses sur le réchauffement climatique? Est-ce que ce sont les États? Est-ce que ce sont justement le C40 et les autres organisations? Tout le monde a un rôle à jouer. Les États ont leur rôle à jouer, c'est de mettre en œuvre un accord ambitieux, l'accord de Paris, dont on sait quand même qu'il faut absolument relever l'ambition si on veut qu'il respecte l'objectif de 2 degrés. Et ça sera la difficulté du retrait de Donald Trump. On devait parler de relever l'ambition de l'accord à partir de 2019-2020. Ça sera très difficile si les États-Unis ne sont pas dans la course. Et ensuite, les collectivités, les villes, disons tous les médias aussi ont leur rôle à jouer. Nous sommes ici et je vous en remercie. Disons, mais en particulier, ce qui se passe, disons, quand on parle de logement, de construction, de transport, même de production d'énergie, beaucoup se fait sur les territoires. Les villes, ça va représenter, il y aura 6 milliards d'urbains en 2050, 2 fois plus qu'aujourd'hui. En France, on arrivera probablement à 70-80 d'urbains aussi. Donc bien sûr que les villes ont un rôle à jouer. Et disons, on a vu le directeur exécutif, on peut rappeler quand même que la présidente, je crois que c'est Anne Hidalgo du C40 actuellement. Donc voilà, la France s'implique beaucoup, mais tout le monde a un rôle à jouer. Et bien sûr le citoyen, les ONG que vous avez cités. Mais les collectivités, toutes les collectivités, les villes ont un rôle énorme à jouer.